Il y a beaucoup de difficultés niveau social parce que du coup, vu que je suis une nouvelle étudiante, pour se faire des amis, c'est un peu compliqué. Plus de difficultés en cours, genre j'ai perdu toute la motivation. Je me dis ça sert à rien de continuer. De toute façon, on ne sait pas si ça va se débloquer un jour ou pas. Donc j'ai perdu toute motivation. J'arrive plus à travailler et voilà. Vous y croyez plus trop? Et déjà là pour trouver un stage c'est compliqué parce que pour mon BTS il faut que je fasse un stage. Déjà que pour trouver un stage, c'est compliqué. Je me dis peut-être que pour trouver un travail, ça va être encore plus compliqué. Et voilà. Là, je suis à 3 mois de mon stage, j'ai toujours pas de stage. J'ai toujours des refus. Vous faites des demandes et c'est des refus? Oui, j'ai fait beaucoup de demandes. Une vingtaine de demandes. J'ai essayé d'élargir un peu mes recherches et tout, un peu partout en France, enfin dans le sud de la France. Et rien. Et vous pensez que c'est un rapport avec le Covid ou que ce serait difficile quoi qu'il arrive? Je pense que ça serait difficile quoi qu'il arrive, mais avec le Covid, c'est encore plus compliqué. Parce que je sais que les années précédentes, ils trouvaient des stages facilement, alors que cette année et l'année dernière aussi, c'était plus compliqué. Vous y croyez plus là? Non. Voici Marine en discussion avec sa conseillère. Elle a 23 ans et parce qu'elle est une jeune mère, elle touche le RSA. Marine est en formation vente. Elle sort tout juste d'un stage dans la grande distribution qui s'est bien passé mais ne s'est pas concrétisé. Dans les stages que j'ai fait, on m'a parlé directement d'une possibilité d'embauche, mais à cause du Covid, il y a une baisse du chiffre d'affaires et donc ils ne peuvent pas recruter tout de suite. Donc, la promesse d'embauche que vous avez faite, elle tient plus trop là pour l'instant. Et pour l'instant, elle est en suspens, c'est-à-dire que tant que personne ne s'en va, ils ne peuvent pas faire rentrer quelqu'un. Donc c'est vrai que c'est embêtant parce que se dire qu'à la fin du stage, il y a une possibilité d'embauche, espérer, etc. Et puis se dire qu'au final, à cause du Covid, il y a moins de chances à l'embauche. C'est vrai que ça pénalise. Du coup, Marine en profite pour continuer sa formation en apprentissage et faire un nouveau stage. Cette fois-ci, vous espérez que ça va marcher? J'espère, je croise les doigts, j'y crois. Si on m'a parlé d'embauche avant même que je commence le stage, peut-être que là, une fois l'alternance terminée, enfin l'apprentissage terminé, ou même avant, il y ait une possibilité, un poste qui se libère et que ce soit pour moi. Séverine Lambert a failli craquer. On l'a retrouvée dans le centre de Lyon, à la Croix-Rousse, où elle étudie pour devenir institutrice. La pression du master, les journées à rallonge devant l'ordi, le confinement, le couvre-feu, elle s'est sentie flancher. Il n'y a plus rien d'autre en termes d'espace que l'appartement finalement. En plus là, avec le couvre-feu à 18h, je finis les cours à 18h, je sors pas de la journée. Je peux pas. Je peux juste pas. Par quoi vous êtes passé alors psychologiquement ces derniers mois? Beaucoup de stress, d'angoisse, du doute, beaucoup de doute de savoir si c'était la bonne formation, si c'était moi qui avais un problème de pas réussir à suivre les cours finalement. Beaucoup de culpabilité aussi de pas réussir à travailler, de pas réussir à me mettre au travail, même de pas réussir à me lever pour suivre les cours qui sont à 8h ou même à 10h. Qu'est-ce qu'on se dit? Je suis nulle. Je suis nulle. Enfin, on perd complètement confiance en soi, en fait. Je crois que j'étais dans une situation de dépression, oui. Oui. J'ai passé des journées assise sur mon fauteuil à ne rien faire, mais même pas autre chose que les cours, rien. Il y a eu un jour où c'est ma sœur qui est venue ranger mon appartement parce que j'étais incapable de ranger. Séverine a fini par obtenir un suivi psychologique. Un vrai parcours du combattant. En réalité, l'université était débordée par les demandes. Par rapport au nombre de demandes qu'il y avait, ils pouvaient pas proposer de suivi psychologique aux étudiants qui en avaient besoin. Et du coup, ils donnaient une liste d'autres lieux où on pouvait s'adresser. Mais ayant été dans la situation, déjà, oser appeler pour demander un rendez-vous, c'est déjà compliqué. Et attendre 2 mois pour avoir un rendez-vous et ensuite qu'on nous dise en fait non, on peut pas vous proposer de suivi, c'est de contacter d'autres personnes. Mais je pense que c'est très compliqué d'aller contacter d'autres personnes. Et ça, moi, j'ai trouvé ça très grave. Séverine va mieux maintenant, mais combien actuellement vivent la même chose qu'elle? La preuve, dit-elle, que sa génération n'est pas prise en compte. La crise sanitaire, c'est surtout une crise économique. Il y a 3 groupes de la population qu'on peut mettre entre parenthèses. Les étudiants, les retraités, les chômeurs. Et c'est ce qui se passe aujourd'hui. Entre parenthèses. Ouais.
ils n'ont pas de valeur économique, ils rapportent rien. Du coup, tant qu'à faire. À Vienne, il y a une alternative. Vianney, tu es en ligne avec nous depuis Vienne. Comme les étudiants là-bas suivent toujours les cours à distance, certains des traditionnels cafés de Vienne, 5 pour l'instant, ont rouvert leurs portes pour leur permettre de venir travailler. Oui, par exemple, le Café Museum, juste à côté de l'Opéra de Vienne, un établissement célèbre puisqu'il accueillait déjà au début du XXe siècle les artistes viennois comme Gustav Klimt ou Egon Schiele. Aujourd'hui, il ouvre donc ses portes aux étudiants et peut en recevoir 15 maximum pour assurer le respect des distances de sécurité. On y vient pour travailler au calme, mais aussi pour changer un peu d'air, un lieu idéal pour ses 3 amis. Also seit Monaten ist das irgendwie die erste Möglichkeit, wieder mit Freunden zusammenarbeiten zu können. Und das ersetzt uns ein bisschen das Bibliotheksfeeling. Es ist sehr schön, erstmal überhaupt neue Gesichter zu sehen, eben eine andere Umgebung zu erleben. Also es ist irgendwie sehr beflügelnd, es ist auch total produktiv. Also es geht schon viel mehr weiter als zu Hause. Nach so langen Monaten, wo alle Partys, alles wegfällt, ist es natürlich an irgendeinem Punkt einsam. Es ist natürlich eine gute Möglichkeit, um auch der Einsamkeit vorzubeugen. Also es ist wahnsinnig gemütlich, es ist ruhig, man hat auch keine Bedenken wegen Corona oder sonst irgendwas. Also es ist perfekt und ich denke, wir werden das wieder machen. Cela fait près d'1 an que les étudiants autrichiens sont privés de cours en présentiel à l'université et qu'ils travaillent donc seuls depuis chez eux. La mairie de Vienne a lancé cette initiative car de nombreux jeunes ont du mal à rester dans leur appartement, parfois trop petit. La situation pèse sur leur santé mentale et les cas de dépression augmentent. Le café offre donc une distraction dans un quotidien monotone. Also ich denke, am Anfang war es noch okay, da konnte man das noch ganz gut wegstecken, aber jetzt in den letzten 2 Monaten habe ich persönlich schon gemerkt, dass es ein bisschen auf die Psyche geht und ich finde es einfach schön, wenn ich mal rauskommen kann und hierher kommen kann, um mich ein bisschen weniger alleine zu fühlen oder ein bisschen Abwechslung zu haben und einfach was Neues zu sehen. Les restaurants et bars sont toujours fermés en Autriche. Ici, on ne peut donc servir ni boissons, ni les traditionnelles pâtisseries emblématiques des cafés viennois. Mais cela permet aux gérants de retrouver un peu de vie dans leur établissement et de fidéliser une clientèle plus jeune qui reviendra peut-être après la pandémie. L'initiative rencontre un tel succès que la ville a dû trouver d'autres lieux. Une trentaine d'établissements qui dispensent d'ordinaire des cours aux adultes ont ainsi ouvert leurs salles pour accueillir davantage d'étudiants et la demande ne devrait pas baisser dans les semaines à venir car si les écoles ont rouvert en Autriche, les étudiants, eux, ne savent toujours pas quand ils pourront retrouver les bancs des amphithéâtres. On voit les images un peu de jeunes qui font que réclamer, enfin je sais pas comment expliquer, mais certaines chaînes qu'on peut voir sur la télé, notamment 2 belles chaînes de merde, d'infos continues, qui n'arrêtent pas de donner une image des étudiants qui sont tout le temps démasqués, qui n'ont rien à foutre, en disant c'est pas grave, le Covid c'est au-dessus de nous, qui ne font que pleurnicher, ah oui mais vous n'êtes pas né en 40, enfin je m'en fous de pas être né en 40, je suis né maintenant, je vais pas bien maintenant, et enfin je demande pas la fin du monde, je dis juste que je peux pas vivre avec 300 € par mois, et j'ai toujours travaillé, je travaille depuis l'âge de mes 17 ans parce que mes parents n'ont pas les moyens de m'aider, donc je suis pas du tout un fainéant, enfin vous voyez, je suis végétarien, j'ai même dû travailler dans les abattoirs parce que mes parents n'ont pas les moyens de m'aider, donc je vais chercher le boulot là où je suis obligé de le trouver pour me nourrir, mais c'est juste pas possible de vivre avec 300 € par mois de bourse et qu'on vous réponde bah, c'est comme ça, vos parents sont obligés de subvenir à vos besoins, donc on calcule la bourse selon les revenus de vos parents et pas selon vos revenus à vous, et démerdez-vous. Faut arrêter de croire que les étudiants, tout ce qu'ils veulent, c'est du fric et picoler et coucher à droite et à gauche. Non, enfin, c'est juste pas ça. On veut juste pouvoir bouffer à notre faim et juste pas stresser parce qu'on ne sait pas si notre banquier va encore nous appeler demain parce qu'on est à moins 800 € en fait. C'est ça la situation aujourd'hui. Juste ça, et juste on en a mais vraiment marre, vous pouvez même pas imaginer, et d'entendre une ministre mais qui est à côté de la plaque, mais complètement à côté de la plaque, mais elle est ailleurs. Elle est dans une stratosphère, mais qui n'a rien à voir avec le monde actuel, pour lancer des débats aussi débiles, enfin, complètement cons, alors qu'il y a vraiment des gens on parle de suicide quand même. Enfin, c'est hallucinant. Enfin, vraiment, c'est du grand n'importe quoi. Enfin, mais bon, c'est pas grave. Hein. Je pense qu'ils le paieront dans les élections. Enfin, après, ça, c'est leur problème. Tant pis. Hein. C'est quand même un gouvernement qui a su créer les Gilets jaunes, qui a su créer des étudiants suicidaires. Enfin, tant pis pour eux. Enfin, à un moment donné, s'ils veulent durer, à un moment donné, il faut vraiment se réveiller
et se poser les bonnes questions et agir, parce que c'est bien d'être sur tous les plateaux, de faire Snap, de faire Twitch, TikTok et tout ça, mais pendant ce temps-là, on fait rien d'autre. Rencontrer Sandy qui milite au sein de cette association. Pour elle, le contexte de crise sanitaire est pesant, surtout en ce moment. C'est frustrant, oui, de ne pas aller dans la rue, en fait, de manière générale, et de ne pas revendiquer des choses, alors que le gouvernement est en train de prendre une dérive autoritaire, qu'en parallèle, les objectifs que sont censés atteindre la loi climat ne seront pas du tout atteints, et qu'il y a pas mal de gens qui ont envie de se mobiliser sur le sujet. Évidemment que se pose la question de revenir à des mobilisations de masse. Après, on réfléchit à d'autres modes d'action, et ça ne nous a pas empêché de nous mobiliser depuis le début du Covid. On a fait quand même pas mal d'actions. On s'est mobilisé sur le tarmac de l'aéroport de Roissy-Charles de Gaulle en octobre dernier. On s'est également mobilisé avec les raffineurs de Grand-Puy dans le cadre du plan social de Total. Donc on ne s'est pas arrêté. C'est juste que c'est différent et que c'est peut-être moins visible lors des cercles militants, mais on est toujours là. Mais l'absence de réunions physiques se ressent. D'habitude, on se réunit ici à la base en étant une trentaine d'activistes, parfois moins, parfois plus, mais en tout cas on se réunit en physique. Il y a quelque chose de très fort, le fait de tous être ensemble, de prendre des décisions collectives et d'organiser concrètement les actions en termes de com, en termes de matériel. Évidemment que c'est dur de se retrouver tout le temps en ligne, d'être tout le temps derrière son ordinateur, de moins rencontrer les gens. C'est quand même un monde qui est différent. Et c'est difficile aussi de se dire qu'on grandit dans un monde où il y a la pandémie, il y a la crise climatique, il y a la crise sociale, il y a la précarité des jeunes. Donc évidemment que c'est pas du tout facile tous les jours. Le passage au virtuel n'empêche pas Alternatiba de recruter de nouveaux militants. On arrive quand même à avoir des nouvelles personnes qui viennent, qui se posent des questions, qui continuent d'avoir envie de s'engager. C'est juste que c'est beaucoup moins massif que quand il y a des grandes marches qui sont des temps d'expression, qui permettent de fédérer et de mobiliser un maximum de personnes. Au vu, encore une fois, des échéances de la loi climat ou des échéances politiques qui arrivent, Covid ou non, je pense qu'il y a plein de gens qui vont vouloir passer le pas de l'engagement et de la mobilisation citoyenne pour justement porter la parole citoyenne et faire pression sur les décideurs. Pour Sandy, s'engager et militer, c'est d'autant plus important face au gouvernement actuel. Je suis très en colère vis-à-vis de ce gouvernement. Donc évidemment que j'ai envie de me mobiliser et que je ressens une certaine frustration de me dire qu'en fait on est hyper nombreux et nombreuses à ressentir cette colère et qu'on ne peut pas s'exprimer. Mais je garde espoir et je garde détermination pour me dire qu'en fait, justement, on est nombreux à avoir envie de faire bouger les lignes et que dès qu'on pourra le refaire, on sera la société civile et la mobilisation citoyenne, elle sera là pour le faire. Nicolas Sarkozy a été jugé coupable de corruption et trafic d'influence et a été condamné à 3 ans de prison, dont 1 an ferme. C'est donc un peu moins que les réquisitions du parquet national financier qui avait demandé 4 ans, dont 2 avec sursis. Ça n'en demeure pas moins un jugement historique. Oui, on peut, sans se bercer de mots, parler de jugement historique pour, je crois, au moins 2 raisons. La première, que c'est de fait la première fois dans l'histoire politique et judiciaire française qu'un ancien président est condamné pour des faits de corruption, passible jusqu'à 10 ans de prison. Et la deuxième raison, c'est que ce n'est pas le premier ancien chef de l'État français à être condamné. C'est son prédécesseur à l'Élysée, Jacques Chirac, a été condamné pour des faits d'atteinte à la probité. C'était l'affaire des emplois fictifs de la mairie de Paris. Et Nicolas Sarkozy et Jacques Chirac, 2 anciens présidents de la République, ont en commun d'avoir eu chacun 2 premiers ministres condamnés par la justice. Alain Juppé, condamné lui aussi, et François Fillon, condamné lui aussi pour des faits liés à leurs fonctions publiques et leur mandat. Le sarkozysme est une sorte de microclimat judiciaire, puisque autour de Nicolas Sarkozy, la liste est absolument vertigineuse des ministres, conseillers, policiers, anciens chefs des services de renseignement, préfets, à être mis en cause et parfois même condamnés par la justice. Tout ça pour dire que ça nous dit quelque chose sur l'état de notre pays et du CV judiciaire qui est le nôtre et qu'on a parfois du mal, collectivement, à regarder tranquillement. Nicolas Sarkozy, invité du JT de 20h de TF1, 17 minutes pour expliquer sa vérité. Et sa vérité ne coïncide pas toujours parfaitement avec les faits. Fabrice, tu as regardé l'interview, moi aussi. Et il y a, comment dire, quelques imprécisions de l'ancien président qu'il faut corriger. On va donc fact-checker Nicolas Sarkozy, mais d'abord, sa prestation en un mot. Fabrice, c'est vraiment en un mot. Trumpien. Trumpien. Alors, premier extrait, d'abord, de Nicolas Sarkozy sur les faits qui ont été jugés. Il n'y a pas d'indice au pluriel. Il y a eu 7 ans d'enquête où tout a été fait. Et la seule chose qui reste,
c'est des bribes de conversation téléphonique avec mon avocat, où on me prête l'intention de faire une démarche en échange de renseignements sur un poste. Je n'ai pas fait la démarche. M. Elsevier n'a pas eu son poste. Et moi, je n'ai pas eu la décision que j'attendais. Fabrice, Nicolas Sarkozy dit qu'il n'a pas fait la démarche et qu'il ne reste que des bribes de conversation. Ouais, alors pour qu'on rappelle quand même à tous ceux qui nous regardent, Nicolas Sarkozy était accusé d'avoir obtenu illégalement des informations confidentielles de la part d'un magistrat sur une affaire qui le concernait. En contrepartie de quoi, il a promis de l'aider pour obtenir un poste sous le soleil de Monaco, le tout par l'intermédiaire d'un avocat qui se trouve être l'avocat et ami Nicolas Sarkozy, maître Thierry Herzog. L'avocat, le magistrat et Nicolas Sarkozy ont été condamnés pour corruption et trafic d'influence et ils ont fait appel du jugement. Nicolas Sarkozy est avocat de profession. Est-ce qu'il peut vraiment ignorer que le fait qu'il n'ait pas fait la démarche n'a aucune espèce d'importance vis-à-vis de ce que le tribunal a jugé dans un jugement de 254 pages, que Mediapart a d'ailleurs intégralement rendu public ce matin pour que tout le monde regarde. Le fait est que Nicolas Sarkozy a, d'après le tribunal, obtenu des informations qu'il n'aurait pas dû et il a promis pour ce faire au magistrat de l'aider. Qu'il n'ait pas eu la décision de justice qu'il voulait et que le magistrat n'ait pas eu le poste qu'il obtenait, ça n'est pas ça qui constitue, d'après la justice, le pacte de corruption. C'est pas indispensable pour constituer ce pacte de corruption. Deuxième axe de communication capital chez Nicolas Sarkozy. D'abord, je voudrais dire que dans une affaire de corruption, les mots sont forts, où il n'y a pas un centime, pas un, où il n'y a pas eu un avantage pour personne, où il n'y a pas de victime, où il n'y a pas de trouble à l'ordre public. On mobilise le tribunal correctionnel 3 semaines durant. Alors, Nicolas Sarkozy, bis repetita, est avocat de profession. Peut-il ignorer que dans les affaires de corruption, ce ne sont pas des mots, comme il dit, c'est un délit du code pénal, il n'y a pas toujours des questions d'argent. En l'occurrence, là, la rémunération, ou plutôt les rémunérations dans cette affaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, d'obtenir des informations confidentielles qu'on n'est pas censé avoir, et deux, pour pouvoir mettre en confiance le corrompu, à savoir le magistrat, puisque dans cette histoire, d'après le tribunal, le corrupteur, c'est Nicolas Sarkozy, on lui promet de l'aider avec son réseau d'anciens présidents de la République pour avoir un poste à Monaco. Alors, il se plaint qu'il y ait eu 3 mois d'audience ou 3 semaines d'audience. Bon, tant mieux, ça a permis à la défense de pouvoir s'exprimer et se défendre. Et alors, autre élément de langage très intéressant, je trouve très bavard, en effet, c'est le pas de victime. Ben si, le tribunal dit noir sur blanc qu'il y a une victime et non des moindres, la démocratie, l'état de droit, la sécurité juridique. C'est-à-dire que nous, citoyens, nous sommes tous victimes de cet agissement. Autre extrait, cette enquête qui l'innocenterait. Pendant 5 ans, une enquête a été faite pour savoir si j'avais bénéficié d'un renseignement. Cette enquête m'a été cachée. Cette enquête m'innocentait. On m'a remis cette enquête quelques semaines avant le procès. Je dis, dans ce cas-là, vous devez annuler l'ordonnance qui m'a renvoyé devant le tribunal. Le tribunal dit, excusez-nous, vous n'étiez pas dans les délais, il fallait le faire avant. Est-ce que Nicolas Sarkozy n'a pas eu la possibilité de faire tous les recours auxquels il avait droit ? Alors, non seulement Nicolas Sarkozy a fait tous les recours possibles, il a développé et déployé ses arguments devant le tribunal qui a statué, mais dans cet extrait, il dit quelque chose de factuellement inexact. Il dit qu'il y a eu une enquête. L'enquête dont il parle, en fait, c'est parallèlement aux faits de corruption et aux investigations qui étaient menées sur ces faits-là, a été ouverte une enquête pour savoir si une taupe au sein de l'appareil judiciaire avait prévenu la bande de Nicolas Sarkozy qu'ils étaient sur écoute pour la justice. Donc les deux affaires sont liées, mais c'est normal qu'elles soient déconnectées. Et donc il dit, cette enquête m'a innocenté. Mais c'est faux, cette enquête ne le visait pas lui. L'enquête visait à identifier qui, dans l'appareil judiciaire, l'avait informé du fait qu'il était sur écoute. L'enquête n'a pas permis d'identifier la taupe. Il y a très peu de doutes sur le fait qu'il y ait une taupe quand on regarde le dossier. Pour faire un parallèle, si on a un cadavre et qu'on ne trouve pas l'assassin, ça ne va pas redonner vie au cadavre. Voilà, le cadavre est toujours mort. Donc ça ne change absolument rien. Et on ne peut pas dire que cette enquête l'ait innocenté, puisqu'il n'était pas visé, lui, par cette enquête. Autre extrait, le procès en lui-même. Tous les observateurs ont dit, l'accusation s'est effondrée. Et dans le jugement, on a l'impression qu'il n'y a pas eu 3 semaines d'audience, et ça a été un coup de tonnerre. Donc Nicolas Sarkozy reproche au jugement de ne pas avoir pris en compte toute l'audience. Alors là, c'est génial, parce que d'abord, c'est l'inversion merveilleuse du tribunal médiatique.
C'est-à-dire que vous savez, quand on révèle des informations, la presse, vérifiée, d'intérêt public, on nous reproche le tribunal médiatique, c'est scandaleux, les journalistes se prennent pour des procureurs. Et là, il ne comprend pas quand la justice, la vraie justice, donne un jugement qui ne correspond pas à ce que lui, il a lu dans la presse. Des observateurs. Alors, on ne sait pas qui dit que l'accusation se serait effondrée. Alors, il aurait peut-être dû lire, par exemple, Mediapart, qui, je ne crois pas, a affirmé ceci. Donc là, c'est marrant comme à quel point on utilise la communication et une forme de pression sur l'opinion pour pouvoir emporter la conviction des magistrats. Bon, bah oui, l'audience, il croyait que ça s'était bien passé pour lui. C'est un coup de tonnerre. C'est un coup de tonnerre pour lui parce que la décision lui est défavorable. Il a fait appel. Il est de nouveau présumé innocent, et tant mieux. Mais enfin bon, il a pu se défendre. Il y a 3 magistrats indépendants qui ont statué. Alors justement, il a fait appel. Dernier extrait sur comment va se passer son procès en appel. Au parquet général, la personne qui requérera contre moi est une ancienne membre du cabinet de Madame Royal. Je ne fais de procès à personne. Mais est-ce que M. Hollande aurait été d'accord pour être jugé par un magistrat qui aurait été à mon cabinet? Est-ce que c'est une pratique démocratique? Est-ce que c'est normal? Est-ce que quelque chose est vrai dans cette déclaration, Fabrice? Voilà, c'est pas mal, parce que c'est comme s'il avait une sorte d'impensé au bord des lèvres, puisqu'il dit qu'il sait déjà qui va requérir contre lui au procès en appel. Alors c'est extraordinaire, parce que, sauf erreur de ma part, les audiences du procès en appel ne sont absolument pas fixées, la composition de la Cour encore moins, donc il fait peut-être référence à une personne qui est l'actuel procureur général de la Cour d'appel de Paris, qui, c'est vrai, il y a 20 ans a travaillé avec Ségolène Royal, mais cette personne est réputée quitter son poste à l'été et ne sera pas celle qui va siéger à la Cour d'appel. Donc là, on voit bien à quel point il veut créer de la confusion dans le débat public pour faire croire qu'il y a une justice politique, tout en disant la bouche en cœur, je ne fais de procès à personne, évidemment. Alors, dernier extrait, cette fois-ci à propos de l'affaire Big Malion, dont le procès commence le 17 mars et pour lequel Nicolas Sarkozy est prévenu. Dans cette affaire Big Malion, 2 juges étaient désignés. M. Van Renbeck et M. Tourner. M. Van Renbeck, qui ne passe pas pour un de mes proches, a refusé de signer l'ordonnance de renvoi, estimant que les charges contre moi étaient insuffisantes. Fabrice? Alors, l'affaire Big Malion, c'est quand même le dépassement des frais de campagne de Nicolas Sarkozy en 2012 pour plus de 20 millions d'euros, le double de ce qui était autorisé et normalement contrôlé et légalement contrôlé par les autorités de contrôle. Alors, il dit quelque chose de vrai. Il y a 2 magistrats instructeurs qui avaient en charge du dossier. Il y en a un, Serge Tourner, qui était pour renvoyer Nicolas Sarkozy, estimant qu'il y avait des éléments qui permettaient de le renvoyer devant le tribunal, et Renaud Van Rumbeck, qui a décidé de ne pas signer l'ordonnance. Ce sont des choses qui arrivent dans la justice. C'est pas non plus un fait complètement exceptionnel. Mais ce qu'il oublie de dire, parce qu'il essaye de dire il y avait un 1 contre 1, un 50-50. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'il y a d'autres magistrats qui demandaient son renvoi, et notamment des magistrats du parquet. Et là, pas de chance, c'est pas le parquet national financier. Le fameux PNF dont tout le monde voue hégémonie dans le clan Sarkozy, là c'est le parquet de Paris. Le parquet de Paris, à l'époque où le procureur était François Molins, lequel François Molins a été en cabinet d'un ministre de droite sous Nicolas Sarkozy. Donc on voit bien que là, ça lui pose pas tellement de problèmes, les magistrats qui venaient de cabinets de droite. Donc ton analyse et celle de Michel Deléan qui a suivi le procès Bismuth est à lire sur Mediapart, ainsi que les 254 pages du jugement que nous publions donc pour que chacun se fasse son propre avis. J'ai écrit un morceau qui est un hymne à la laïcité en réalité. Je prône depuis longtemps un espèce de retour à l'application stricte de la laïcité, dans le sens de sa lettre et de son esprit. Ce morceau va jusqu'à l'exorcisme de la laïcité pour la déposséder de démons qui lui font dire des choses qu'elle ne dit pas. Donc s'il y a des réactions aujourd'hui de ce morceau, c'est bien que le morceau a fonctionné en fait. Lorsque j'estime que j'ai été un peu loin dans la provocation avec le morceau Don't Like, c'est avec le clip. C'est-à-dire que j'ai rajouté de la provocation sur de la provocation. L'alliance... Il y avait les mots et les images. Exactement. L'alliance des mots et des images, c'était peut-être pas nécessaire justement pour amener sur quelque chose de plus serein. Habituellement, j'amorce un débat avec des mots, je le désamorce avec une image, avec une rencontre comme celle-ci, avec un débat, avec une discussion. Moi, en tant qu'artiste, mon rôle, c'est de mettre en illustration ces absurdités, de les exagérer pour justement renverser un petit peu le rapport, pour leur mettre au visage qu'il y a quand même des incohérences, des incompréhensions, et il va falloir quand même que l'on débatte sereinement de ça. Mon rôle à moi, en tant qu'artiste, c'est d'exacerber tout ça, d'exacerber ces attaques,
d'en faire une espèce de stigmate que je retourne contre celui qui produit ce stigmate-là. Quand je m'appelle moi-même Islamo-Kaïra dans le morceau Don't Like, c'est pas parce que je théorise l'islamo-kaïraïsme au quotidien et que j'ai envie d'en faire un groupe, une secte ou quoi que ce soit. Non, c'est justement pour retourner le stigmate contre celui qui produit ceci, pour l'en déposséder de son sens et voir comment il va réagir maintenant lorsque moi-même je m'affuble du stéréotype islamo-kaïra. Dès qu'il y a une tête de musulman qui dépasse un peu, qui a un discours un petit peu plus argumenté, serein, tout de suite on lui colle l'étiquette d'islamiste. C'est ce qui vous est arrivé ? C'est ce qui m'est arrivé et c'est ce que malheureusement des députés qui ne sont pas d'extrême droite reprennent justement cet argumentaire-là. Il faut comprendre que l'accusation d'islamisme, de rappeur islamiste, c'est une espèce de tentative de disqualification pour éviter de débattre. Ça existe sur des artistes, ça existe sur des universitaires, sur des politiques, sur des journalistes. Toute accusation d'islamisme aujourd'hui, c'est une espèce de tentative de disqualification pour éviter de débattre.